Vendredi 27 décembre 2024, salut à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Allez, vous suivez la grande team, la dernière de la semaine. Nous passons ici à la loupe toutes les actus du monde du sport d'ici et d'ailleurs. Voici ce qui nous attend aujourd'hui dans la grande team sommaire. Pour son dernier numéro de la semaine, la grande team vous propose le condensé de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Manchester City, Guardiola demande des renforts, ça fait le buzz. Éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, comment éviter le match piège à Bamako? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Dorgelès Coffee et sa team. Et bon dernier week-end de l'année 2024. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team pour m'accompagner dans cette première partie d'émission. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Dorgelès Coffee. Vous allez bien? Ben, ça va. Le week-end arrive, donc ça va. Juste à côté, Balo. Reposer un peu. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir. Ça va chez vous? Je vais super bien. Le week-end, ça s'annonce bien? Oui, tranquillement. On se prépare à rentrer dans le week-end. Super, avec des matchs. Oui, bien sûr, et puis bon, avec un peu de fête, pourquoi pas. Bonsoir Clément Yeton. Bonsoir Dorgelès. Comment est-ce que vous allez? Ah ouais, moi je vais super bien. Super, donc ils seront avec nous hein, pour moi, je vais me reposer, lui veut faire la fête. Ah non. Le sport ne s'arrête jamais sur la 3, vous le savez très bien. Allez, la question LGT du jour, bien sûr, éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, comment éviter le piège à Bamako? Pour participer à cette émission, plus 225 27 21 59 93 99. Et puis nous aurons un invité dans le focus en la personne de Bolou Joachim, bien sûr, il est le président de l'AAFI et ça sera dans le focus. À présent, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité du monde du sport d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. LGT News. Basketball NBA pour démarrer les news. Miami Heat ne cédera pas Jimmy Butler. Selon les médias, les jours de Jimmy Butler sont comptés du côté de Miami Heat. Face à ces rumeurs, Pat Real, le président de la franchise de Floride, dans un communiqué, a déclaré qu'il ne transférera pas son joueur vedette. Nous ne commentons généralement pas les rumeurs, mais toutes ces spéculations sont devenues une distraction pour l'équipe. C'est pourquoi nous allons être très clairs. Nous n'échangerons pas Jimmy Butler, a-t-il martelé. Rappelons que l'ancien des Chicago Bulls affiche des moyennes de 18,5%, de 18,5 points, 5,8 rebonds et 4,9 passes décisives par match cette saison. Il a cependant manqué les 3 derniers matchs de son équipe en raison d'un mal à l'estomac. Formule 1, distinction. Max Verstappen élu meilleur pilote de l'année. Sans surprise, Max Verstappen a fini largement en tête du top 10 des meilleurs pilotes de l'année 2024 lors d'un vote effectué par les 10 directeurs d'équipe. Le scrutin s'est déroulé selon le barème de points en vigueur au championnat. Disons que c'est la première fois qu'un pilote reçoit le maximum de points. Max Verstappen a été placé au premier rang par les 10 teams principales. Le néerlandais dépasse largement ses concurrents, dont Lando Norris et Charles Leclerc respectivement, 2e et 3e. Rugby top 14. Julien Tisserand en route pour Brive. L'arrière ou l'ailier de Montpellier, Julien Tisserand, quittera son club. C'est l'information révélée par l'équipe ce vendredi. En effet, sollicité par plusieurs clubs, le rugbyman a finalement opté pour le CAB, pour le CAB, actuel 2e de Pro 2. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Tisserand signera un bail de 3 ans. L'arrière ou ailier était en fin de contrat avec Montpellier, où il évolue depuis 2020. Depuis l'entame de la saison, il a disputé 8 matchs, dont 6 en tant que titulaire en 15, avec le MHR classé au 8e rang du top 14. Abordons à présent le chapitre du football avec le tournoi féminin interfédération. Les Éléphantes et l'ASEC commencent bien la compétition. Les Éléphantes et l'ASEC Mimosa ont réussi leur entrée en lice lors du tournoi interfédération organisé par la FIF et la FBF à Brofo-Doumé.
En effet, ce vendredi, la sélection féminine A ivoirienne s'est imposée devant le Bénin sur le score de 2-1 grâce à un doublé de son attaquante Koutouan Lucie. Pour sa part, la SEC a réalisé un début en fanfare en étriant Enenvi FC 7-0. Broussopi, auteur d'un quadruplé, Nguessan Nadej, auteur d'un doublé et Diallo Ami sont celles qui ont permis au club jaune et noir de faire la différence. Ce tournoi, faut-il le rappeler, connaîtra son apothéose le 29 décembre prochain. Sénégal, Benjamin Mendy entretient la forme. Actuellement en vacances dans son pays d'origine, le Sénégal, Benjamin Mendy profite pour se remettre en forme. L'arrière-gauche de Lorient s'entraîne avec le préparateur physique des Lions de la Teranga, Hussein Farah. L'international français travaille à fond pour maintenir la cadence et retrouver son club en pleine forme. L'ancien défenseur de Manchester City a rejoint Lorient cette saison. Sous ses nouvelles couleurs, Liverpool, un record de plus pour Mohamed Salah. Les chefs d'écurie, dont le patron de McLaren, Zak Brown, ils ont tous voté pour lui à l'unanimité. Donc il était à la fois élu pilote de l'année par ses confrères, les pilotes, et par les patrons d'écurie. Et c'est mérité dans la mesure où il a remporté d'entrée de jeu en début de saison 7 courses d'affilée. Et en plus de cela, il a remporté une course importante au Grand Prix du Brésil sous une pluie battante où Lando Norris a tiré tout droit et a enregistré une sortie de piste. C'est ce qui a fait la différence parce que la deuxième moitié de saison était plus difficile parce que McLaren avait une meilleure voiture, mais il a su résister en marquant des points où il fallait. Donc c'est totalement mérité. Il faut savoir qu'il perd un coéquipier en la personne de Sergio Pérez qui a été viré de l'écurie et il aura donc comme futur coéquipier l'année prochaine, le jeune Liam Lawson, tandis que Lewis Hamilton, lui, a dégringolé au niveau du classement. Il était classé 2e l'année passée et il est classé 10e cette saison. Lui, il part donc du côté de Ferrari, il sera le coéquipier de Charles Leclerc. Donc on voit bien que la grille prochaine sera tout aussi alléchante que cette grille. On espère voir un combat Max Verstappen, Lewis Hamilton pour la saison qui vient. Roger Stéphane, il se rapproche de Lewis Hamilton, n'est-ce pas? Oui, mais Lewis, il est à 7 titres de champion avec l'Allemand Schumacher qui lui aussi a 7 titres de champion. Là, il est à 4. Il est dans la cour des grands quand même avec Ayrton Senna, le Brésilien, il y a quelques années. Alain Prost, le Français également, il y a quelques années. Moi, j'aime bien ce Verstappen parce que c'est un bagarreur, c'est un garçon qui aime prendre les risques, qui aime faire des dépassements dangereux. À la fin, il s'impose. Là, il est en train d'écrire son histoire. Maintenant, après, il faut regarder. 7 titres, c'est beaucoup, mais il est encore très, très jeune. Il faut saluer. Son premier titre face à Hamilton, c'est bien ça, à Balos. Oui, absolument, à Abu Dhabi. Voilà, une course titanesque. Sur un virage, il fait la différence, il devient champion. Depuis, il enchaîne. Bravo à lui. Maintenant, on attend la saison qui vient parce que quand même, Hamilton est un peu en dedans. Ses détracteurs disent qu'il était au sommet de la course parce qu'il avait une très belle voiture. Là, il n'a plus de bonne voiture. Il est en difficulté. Bon, il a changé d'écurie. On attend de voir la nouvelle saison. Mais en tout cas, bravo à Max Verstappen qui est en train de régner dans cette compétition. Roger Stéphane, on reste avec vous. Liverpool, bien sûr, un record de plus pour Mo Salah, le pharaon. Alors, Mohamed Salah, qui décidément est en train de devenir un phénomène du côté de la Premier League. Il est devenu le joueur en activité qui est le plus décisif au Boxing Day. Ses chiffres, c'est 7 buts, 19 buts et 15 passes décisives. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser en ce moment du côté de l'Angleterre. Il nage, il domine, il passe, il marque. Il rend le football tellement simple. Avec l'équipe de Liverpool, je trouve que le pharaon, il est au top. Regarde, on y prend garde. Les Reds pourraient aller très très loin dans ces deux compétitions. En Première Ligue, pour Mohamed Salah, j'ai envie de dire qu'il est peut-être le meilleur Africain de tous les temps du côté de la Première Ligue. Et je le regarde avec le Ballon d'Or. S'il allait jusqu'au Ballon d'Or, parce que depuis George Weah en 1995, aucun Africain n'a réussi depuis à se hisser au niveau de ce Ballon d'Or. Je pense que sur son début de saison, sur ses stats, sur ses performances, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas Ballon d'Or. Le pharaon est au sommet de son art. Il fait des merveilles du côté de l'Angleterre et c'est tout à fait mérité pour lui. Clément Yéton, il y a forcément une renaissance de Mo Salah avec un nouvel entraîneur. Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'il ne vieillit pas et puis je pense qu'il est étonnant quand même dans sa progression parce que d'aucuns disaient qu'il partait, il se dirigeait vers ce qu'on appelle un déclin et là il y a un regain de forme quand même et c'est quand même le refrain
du moment dans le Royaume-Uni et ce qui fait stratosphérique quand même. Et chaque week-end, tous les matchs de Liverpool, c'est lui qui décide des sorts de ses adversaires. Et même hier, le but qu'il met, ce n'est pas un but qui est facile, hein, mais il va trouver quand même ce trou-là. Je ne sais pas comment il s'arrange avec la souplesse de la cheville, cet enroulé dont il est friand. Et chaque week-end, je pense que, comme Roger Stéphane l'a dit, il ne faut pas se priver des mots. Pour moi, c'est le meilleur joueur africain de la Première Ligue. Parce qu'il a tellement dominé, il est en train de dominer, il est en train de banaliser ce championnat-là. Après, je pense qu'en ce qui concerne le ballon d'or africain qui va venir, pour l'instant, si on s'arrête là, il n'a pas de concurrent. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et voilà, et on espère qu'il va continuer en ce sens-là. S'il a affiché cette régularité-là, pourquoi pas devenir le deuxième joueur africain à remporter, aller chercher un ballon d'or. Et on va lui souhaiter ça parce qu'on ne va pas se limiter, on ne va pas rester seulement que sur George Weah, mais à lui d'aller chercher la Ligue des Champions avec Liverpool, la Première Ligue, ils sont en bonne voie déjà. Et puis pourquoi pas tout ce qui est trophée, FA Cup et autres. Et je pense que voilà, il pourra imiter, pourquoi pas suivre George Weah dans sa quête d'aller chercher le ballon d'or européen. Clément, on reste avec vous. Un tournoi féminin interfédération, les éléphantes. Et l'ASEC Mimosa commence bien la compétition. Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a un nouveau tournoi qui a été mis en place par la Fédération ivoirienne de football en accord, bien sûr, avec la Fédération béninoise de football également, qui a envoyé l'équipe A et puis l'équipe Ainovi qui était ici en Côte d'Ivoire, qui a disputé le tournoi qualificatif pour la Champions League. C'est une bonne équipe, mais elle a été atomisée par l'ASEC Mimosa sur le score de 7-0. Et c'est le tarif habituel infligé par l'ASEC depuis le début de l'année, maintenant même en championnat de Côte d'Ivoire, avec des joueuses telles que Sophie Brou et puis voilà, Nadège Nguesang. Sophie Brou qui a mis 4 buts dans cette rencontre-là, et puis Nadège également qui a mis un doublé. Donc je pense que c'est quand même bien, ça donne quand même ça peut donner des ambitions à l'ASEC qui commence à avoir des dents longs en termes de football féminin. Pourquoi pas sur le plan continental aller chercher une phase finale de Champions League et puis voilà, et s'imposer également sur le plan local. Elles sont bien parties actuellement, elles dominent le championnat. Il y a des bonnes joueuses dans cette formation de l'ASEC. Ça permet quand même d'ouvrir une autre parenthèse. On sait qu'il y a eu l'AGM pour le football ivoirien. On sait qu'il y a eu le football féminin qui n'est pas, voilà, qui a subi quand même quelques modifications. On parle de congé de maternité payé pour les joueuses maintenant. On parle de contrat professionnel pour les joueuses de 16 ans. Donc je pense que ça peut motiver les dames. Ça veut dire qu'on n'a pas oublié le football féminin, à elle également de donner le meilleur d'elle pour aller chercher, pourquoi pas, quelques trophées sur le continent. Roger Stéphane, un mot sur cette trouvaille? Non, ça dit que il faut féliciter Maître Jonien. Parce que la section féminine de la SEC, je crois, n'existait pas il y a quelques années. Elle a été montée de toutes pièces, je crois, l'année dernière, pour remplir les exigences de la CAF par rapport à la licence des clubs. Et là, la SEC n'a quasiment pas d'adversaire au plan local. Moi, je vois ces scores. 7-0, 8-0. Ouais. C'est très bon. Bravo tout simplement. Si seulement les hommes pouvaient suivre un peu l'exemple des femmes, ce serait bien. Mais tout simplement, bravo à cette équipe de la SEC qui, si elle continue comme ça, dans très peu de temps, va peut-être aller rivaliser avec les grosses écuries du continent africain, avec les dames du Al-Ali, de Mamelodi, etc. Bravo tout simplement à Maître Jonien qui a tout de suite mis sur pied une superbe équipe féminine qui est en train d'écraser le football au plan local. Bravo à la SEC Mimosa. Ballot au Sénégal, Benjamin Mendy entretient la forme. Il a envie de revenir en pleine de sa forme. Absolument, absolument. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. Il a été innocenté et blanchi lors du procès qui véritablement le mettait en cause dans une histoire présumée de viol. Heureusement, il n'en est rien. Il faut savoir qu'il avait perdu tous ses sponsors, pour la plupart, il avait été sali à l'international. Mais maintenant, on est heureux de savoir qu'après avoir, si vous voulez, blanchi son image, il se remet à la compétition. Parce qu'il a fait plusieurs années sans jouer au plus haut niveau, après être parti de Manchester City de la mauvaise des manières. Là, il pourra se remettre à niveau et pourquoi pas revenir du côté de la France petit à petit et essayer de remonter au haut niveau. Mais il y a aussi la possibilité, on le sait, d'aller en Arabie Saoudite. Pourquoi pas essayer d'aller apporter du soutien à de petits clubs. On sait bien que là-bas, pour moi, il y a la possibilité de reprendre vite du poil de la bête et revenir ensuite en Europe. Mais là, il préfère aller du côté de l'Orient, du côté des Merlus, pour essayer de reprendre de la forme. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas un mauvais choix de sa part, mais pour moi, peut-être qu'il aurait pu aller en Arabie Saoudite et ensuite revenir en Europe, parce que pour moi, ce n'est pas évident, sauf s'il fait des efforts incroyables, ce n'est pas évident qu'il soit titularisé d'entrée de jeu du côté de l'Orient. Bien dit de la part de Ballot. Allez, on va marquer une pause dans cette émission. On revient juste après pour attaquer notre focus du jour.
Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. La question LGT du jour, bien sûr, éliminatoire CHAN 2024. Éléphants locaux, comment éviter le match piège à Bamako? Pour nous appeler, bien sûr, plus 225 27 21 59 93 99. C'est l'heure du focus. Allez, regroupant à l'origine les anciens footballeurs résidant à Yopougon, Lafi, rapidement, est pris des aigles de galon, autant pour moi, au point de devenir une structure représentative des anciens footballeurs, voire des anciens sportifs ivoiriens. Nous recevons ici son président, Bolou Joachim Légré, sur notre plateau avec lui, bien sûr. Président, venez. Avec lui, nous allons parler de l'association, de son projet, de sa vision, surtout. On va se projeter sur l'année 2025. Bonsoir, Président. Installez-vous confortablement. Bonsoir, Dorgeles. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Super. Et puis, à côté de vous, Clément Yéton, vous le connaissez très bien. Oui, bien sûr. Roger Stéphane, votre ami de tous les jours. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, monsieur Bolou. Allez, pouvez-vous nous présenter de façon simple votre association? Ben, vous l'avez si bien introduit. Il s'agit de l'AFI, l'Association des anciens footballeurs de Yopougon. Il faut entendre par là résident à Yopougon. Voilà, c'est l'appellation d'origine. Et ben, cette association-là est dirigée de façon collégiale. Il y a le bureau exécutif, il y a le président, il y a le premier vice-président chargé du football, Zoumana Kone, un ancien de la SEC et de la SOA. Et il y a le deuxième vice-président chargé des affaires sociales et de la solidarité, Lassina Karamoko, un ancien de la SEC et de Ferke. Et puis il y a le trésorier général, dirigé par... qui tient les comptes. Il se nomme Boé Sabas, un ancien du Stella Club d'Abidjan et de l'AS Police. Et puis il y a la secrétaire générale, quand même. Il y a une femme au moins dans notre structure, on va dire dans notre bureau. La secrétaire générale Olga Niabeli, une ancienne joueuse. Donc voilà un peu présenter l'AFI. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Ben, nous sommes partis sur certains constats, certains faits vécus par des anciens footballeurs, et notamment sur le plan de la santé, et on va dire aussi des disparitions. Voilà. Et donc, sur ces bases-là, nous avons évidemment convenu avec certains anciens footballeurs qu'il fallait mettre sur pied cette association-là pour essentiellement s'entraider. Allez, après 10 années d'existence, pensez-vous avoir atteint vos objectifs? Oh, certains objectifs, oui. Certains quand même, parce que cette association a permis à beaucoup d'entre nous de se retrouver, de se revoir après tant d'années au cours desquelles nous avons rangé des crampons pendant des années, 30, 40 ans peut-être pour certains. Et cette association-là a permis également de savoir ce que les uns les autres devenaient. Voilà, ce qui n'était pas le cas auparavant. Un ancien footballeur pouvait disparaître 10 ans après, peut-être 20, et puis on apprenait que tel est décédé, tel autre est décédé, tout ça, mais ça n'existe plus depuis qu'on a mis sur pied cette association. Donc voilà les motifs qui nous ont motivés à mettre sur pied cette association. Roger Stéphane. Chère année, bonsoir, félicitations. Vous savez que je connais bien votre association. Malheureusement, je n'habite plus Yopougon, donc je ne suis pas venu à toutes vos compétitions. J'ai deux questions. La première question, c'est qu'il semble que c'est Yopougon qui a offert le plus grand contingent de joueurs en sélection nationale. Première question. Deuxième question, vous avez une rentrée sportive en janvier, un tournoi des grands en juin, un tournoi international en août, plus des matchs amicaux et d'autres activités. Est-ce que cette année, vous avez réussi à tenir votre calendrier? L'année 2024? Ouais. Oui, bien sûr. Tout s'est bien déroulé. Je rebondis sur la deuxième question. Tout s'est bien déroulé au cours de l'année 2024, puisque tout ce qu'on avait entrepris, tout ce qu'on avait déjà projeté, tout s'est réalisé. Voilà, tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, là, tout s'est réalisé. Et dans de bonnes conditions d'ailleurs. Voilà.
Maintenant, pour revenir à la première question, eh bien, oui, c'est le cas de le dire quand même, parce que Yopougon regorge d'anciens internationaux, et on ne va pas tous les citer. On va retenir simplement que parmi tous ces anciens internationaux de Côte d'Ivoire, là, toutes générations confondues, ça part de l'année de la CAN 74 à la CAN 92 où nous avons eu des champions d'Afrique. C'est ça. Voilà, donc effectivement, Yopougon regorge bien alors, Nzi Apollinaire, CAN 68, Yaouré Bernard, 70, Goïmak, Diefoné, 74, Dre Moïse, Lago Patrice, Lieu Rifin, Lago Bailly, Obou Maquet, Diaby Sekana, Samabo. Comment vous faites pour rassembler dans une telle association autant de différentes générations? Comment vous faites pour gérer tout ça? Ben, nous avons une philosophie. Et nous, dans notre association, et que tu aies évolué dans le championnat de Ligue 1, en équipe nationale, ou dans le championnat de 3e division, ou dans le championnat régional, voire même l'OASU, tu es considéré comme ancien footballeur. C'est ça. Et donc, c'est tout à fait normal que tous... Il n'y a pas d'exclusion. Comment? Il n'y a pas d'exclusion. Non, il n'y a pas d'exclusion. Pourvu que vous ayez paraphé une licence FIF dans votre jeunesse, vous êtes considéré comme ancien footballeur. Et donc, c'est comme ça qu'on regroupe toutes ces générations-là que vous avez citées. Des légendes, hein? Mais bien sûr, je pense que nous sommes l'une des rares associations à pouvoir revendiquer ça. Voilà. Félicitations. Allez, Président, quelles sont les actions les plus marquantes, bien sûr, que vous avez menées jusqu'à ce jour? Oui, quand même, on ne va pas tous les citer, mais je pense que ce serait bien d'en parler. Je crois que tout le monde se souvient ici, peut-être que vous êtes un peu plus jeune, mais ceux qui suivent l'émission se souviennent de Auric Passokro Richard. Ce nom ne vous dit rien, peut-être, mais c'est un ancien footballeur qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde Junior, merci 83. Voilà. Et donc, Auric Passokro Richard, quand il a rangé les crampons, est retourné dans sa région d'origine. Et là, il a chopé une maladie, une très grave maladie. Et l'AFI l'a fait venir à Abidjan à l'effet de le soigner. Et de par ces démarches, les démarches de l'AFI, on a pu le soigner grâce à une ONG, le Lions Club de Cocody, que nous avons contacté, qui a pris, en tout cas, tout ce qu'il fallait, qui a pris ses soins gratuitement. Et donc, Auric Passokro Richard s'en est sorti de façon bien. Il a été guéri et il est retourné chez lui. Et un deuxième fait, c'est le cas Ali Bizier-Pierre. Peut-être que celui-là, ça vous dit quelque chose. Un ancien footballeur du côté de l'Asie d'Abangourou et qui a terminé sa carrière à la SOA. Il est devenu militaire à la faveur de la malheureuse crise post-électorale. Ali Bizier a connu la prison pendant 7 à 8 ans. Et donc, l'AFI a tiré la sonnette d'alarme au niveau des anciens footballeurs, déjà dans un premier temps, parce qu'il s'agit d'un ancien footballeur. Et au début, c'était compliqué parce que les gens disaient que c'était une prison politique qu'il faisait, donc il ne voulait pas nous venir en aide. On a insisté, et puis bon, voilà, ça a pu se faire. Il a été libéré il y a quelques années. On a même été entendu dans le cadre d'une enquête morale au niveau du ministère de la Justice. Et bon, je pense qu'à la suite de ça, il a été libéré. Et donc, ce sont ces faits-là, quand même, qu'on peut mettre à l'actif de l'AFI, en plus, évidemment, de beaucoup d'autres faits. Allez, Président, lors du récent décès de Kassi Kouadio Lucien, l'AFI a-t-elle joué un rôle dans les obsèques? Oui, l'AFI a joué le rôle qui lui a été imparti, on va dire ça comme ça. L'AFI s'est présentée pour les présentations de condoléances au domicile de la famille de Kassi Kouadio. Mais l'AFI aurait pu faire plus si elle avait été associée un temps soit peu au programme. Notamment, on l'a fait pour Guédegba Ignace, on l'a fait pour Kofi Kouadio Dinosov, un ancien gardien de but de l'équipe nationale. À ces occasions-là, malheureuses occasions bien sûr, nous avons organisé des matchs de gala. Et ces matchs de gala-là ont réuni pratiquement tous les anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. Et ça a permis de générer quelques sous qu'on a pu remettre aux différentes familles. Malheureusement, pour Kassi, nous
nous n'avons pas été associés. Mais bon, voilà, on a été présents. Nous avons été présents à la présentation des condoléances, comme je l'ai dit, à la levée du corps et puis à l'inhumation au cimetière de Williamsville. Allez, quels sont vos rapports avec l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, hein, UAFACI, qui est le regroupement tout simplement d'intérêts au niveau de la FIF? Eh bien, c'est au niveau des associations des anciens footballeurs, on va dire de Côte d'Ivoire en général, c'est un peu notre fêtière. Voilà, c'est cette union-là qui nous chapeaute, union dirigée par mon frère Alain Guaméné. Ouais. Eh bien, nos rapports sont des rapports de bon voisinage, on va dire comme ça. Lorsque nous organisons nos compétitions au niveau de Yopougon, au complexe du Jackson, le président Alain Guaméné a été toujours présent avec quelques membres de son bureau. Voilà, il est là, il nous soutient. Voilà. Moi, quand je regarde le volume de vos activités, parce qu'on en parle tout le temps, je me dis, mais quelles sont vos ressources financières? D'où vous tirez l'argent pour organiser toutes ces activités et mener toutes ces actions? Est-ce que les anciens footballeurs sont bien riches ou alors vous avez un grenier quelque part qui vous finance? Vous faites comment? Merci. La question me fait sourire un peu parce que cette question-là nous avait été posée par feu le président Sidi Diallo. D'accord. On a invité pour la première fois à l'une de nos manifestations. Le président Sidi Diallo ne se déplace pas, il ne va même pas regarder un match de championnat. C'est difficile pour lui d'aller dans les manifestations sportives. Mais ce jour-là, il est venu. Il est venu l'observer et puis après, il m'a appelé de côté. Il dit, mais président Bolou, comment vous faites pour organiser vos manifestations-là? Parce que je regarde autour du terrain, je ne vois aucun panneau. Il parle en termes des dirigeants, des présidents de la Fédération ivoirienne de football, et tout ça. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, nous fonctionnons sur fonds propres. Voilà, nous fonctionnons sur fonds propres. Et je pense que tous les anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, on va dire ça aujourd'hui, hein, parce que c'est plus seulement ceux qui résident à Yopougon, comprennent notre philosophie et y adhèrent. Et donc, nous fonctionnons sur la mairie de Yopougon, oui. Elle ne vous aide pas? Est-ce qu'elle s'appuie pas sur une plateforme aussi intéressante que la vôtre pour donner un aspect plus grand au sport à Yopougon? Vous n'avez pas de lien avec elle? Il n'y a pas une sous-définancement qui vient de la mairie de Yopougon pour vous? On a tenté avec l'équipe précédente à la mairie de Yopougon. On a sollicité une audience, mais malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Et donc, on compte peut-être sur l'arrivée du nouveau maire, du nouveau magistrat, qui sait que nous existons. Voilà, il le sait. Et je pense que peut-être que dans le budget 2025 de la mairie, on aura peut-être une petite place pour l'AFI. Allez, Malo. Oui, justement, au-delà de la mairie, est-ce qu'il y a des joueurs en activité quand même qui se rapprochent de votre association et qui peuvent éventuellement être des sources de financement? Oui, pas de sources de financement pour l'heure, mais quand même qui se rapprochent un peu quand même de notre association, parce qu'ils deviendront anciens footballeurs. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je peux citer un ou deux. Il y a Koné Kouamatien, un ancien de la SEC, voilà, qui est très souvent avec nous. Il y a quelques jeunes académiciens quand même, Badjan, Seydou Badjan. La SEC également. Ouais. Oui, oui, voilà, qui se rapprochent de nous. Et puis, il y a Labi Kassiati, qui, je pense, a fini avec l'Africa, ASEC et tout ça. Donc, il y a quand même quelques jeunes qui viennent là, mais pas en termes de financement, mais qui viennent quand même pour voir, pour observer, et qui profitent pour mettre des visages sur des noms qu'ils avaient connus. Président, comment pouvez-vous nous décrire la situation, bien sûr, actuelle des anciens footballeurs ivoiriens? Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés jusqu'à présent? Ben, les problèmes sont nombreux. Il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs catégories d'anciens footballeurs. Pour ce qui nous intéresse, nous, c'est la catégorie qui part des années 60, on va dire comme ça, à 80. C'est-à-dire les 20 premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, parce que c'est dans cette catégorie-là qu'on trouve des footballeurs qui, aujourd'hui, on va dire comme ça, entre griffes, tirent le diable par la queue. Voilà. À l'époque, ce n'était pas du professionnalisme, c'était des primes dérisoires qu'on donnait à ces joueurs-là. Et aujourd'hui,
Ils ont rangé les crampons depuis 50 voire 60 ans. Et chacun, plus ou moins, essaie de survivre. Et donc, nous, à notre niveau, en tout cas au niveau de Yopougon, on essaie de réunir tous ces anciens-là. Voilà. Allez, que fait l'AFI pour plaider en leur faveur? Eh bien, et que faites-vous pour les aider dans leur reconversion? Oui, avant de parler même de reconversion, je vais déjà continuer d'abonder dans le sens de ces anciens-là. Il paraît qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il y a une rente viagère qui est attribuée à certains anciens footballeurs, notamment ceux des années 60 et 70. Nous n'avons pas la liste, mais je pense qu'il y a des omis quand même. Il y a beaucoup d'omis. Voilà. Entre autres, je vais citer le cas de Kobina Kouma, qui est rentré en équipe nationale de Côte d'Ivoire en 71, qui en est ressorti en 81, soit 10 ans de présence, on va dire discontinue, et qui aujourd'hui ne bénéficie pas de cette rente-là. À côté de lui, il y a Bazo Christophe. C'est des noms, peut-être qui ne vous ont bercé notre enfance. Moi, Kobina Kouma, j'en ai entendu parler, lui. Ok. Kobina Kouma. Et donc, ils sont nombreux comme ça, Inzi Apollinaire, Bazo Christophe, Kwame Lucien, etc. etc. Et donc, à l'époque, nous avons approché l'ex-ministre des Sports, M. Daniel Paulin, pour évoquer cette situation-là. Il a dit qu'il nous revenait. Bon, malheureusement, il ne nous est pas revenu jusqu'à ce qu'il soit débarqué. Je pense que l'actuel ministre, certainement, va prendre à bras le corps cette situation-là, parce que la situation a été si bien reçue au niveau du ministère, je crois, de la Culture, voilà, où aujourd'hui les artistes s'en sortent plutôt bien. Je pense qu'au niveau du sport, on peut faire la même chose. Voilà. Les anciens footballeurs ivoiriens jouent-ils un rôle dans la sensibilisation des jeunes footballeurs? Oui, bien sûr, parce que quand on remarque aujourd'hui qui tient les centres de formation, c'est les anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. Et donc, à ce niveau-là, déjà, je pense qu'ils jouent un très grand rôle. Ils pourraient jouer un plus grand rôle encore. Ils le font déjà, peut-être, on l'a fait dans les années passées, c'est-à-dire en accompagnant les éléphants. C'est vrai qu'il y a déjà un staff d'anciens footballeurs qui est autour des éléphants, mais on pourrait étoffer un peu plus ce staff-là pour intéresser des anciens footballeurs qui sont là quand même, et pour rappeler aux bons souvenirs des sportifs et des Ivoiriens en général que ces anciens-là ont été. Parce que s'ils n'avaient pas été, il n'existerait pas de fédération, il n'existerait pas d'équipe nationale. Et donc, ça serait très bien qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on jette un coup d'œil sur ces anciens-là. Pour rester bien sûr dans la mémoire collective, que souhaitent les anciens footballeurs? Moi, à mon avis, le fait de mettre sur pied un musée, je pense quand même que s'il y a un musée de football ivoirien qui existe... Très belle idée. Les anciens footballeurs ivoiriens demeureront dans la mémoire collective des Ivoiriens. Oui, ça existe partout ailleurs. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit y penser. Évidemment qu'avec un musée, on a tout. On a tout. Vraiment, quand je dis on a tout, on a tout. On a les images. On peut avoir du matériel ancien et autres, tout ça. En tout cas, tout est là. Quand vous rentrez dans les vestiaires des clubs européens, par exemple, vous voyez les images de ceux qui ont appartenu, de ceux qui ont dévancé les nouveaux joueurs. Évidemment, quand vous voyez ça, ça vous motive. Ça pourrait être la même chose pour les joueurs ivoiriens qui fonctionnent actuellement. Voilà. Alors, Président, quelles sont les principales activités prévues pour l'année 2025 au niveau de votre association? On va dire que c'est les mêmes. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la rentrée sportive d'abord qui nous permet dans un premier temps de se retrouver. En janvier? En janvier, voilà. Cette rentrée est prévue pour cette année-là, le 5 janvier prochain, c'est-à-dire dimanche prochain. À cette occasion-là, nous profitons pour remercier nos partenaires. On a quand même des partenaires, même si on n'a pas de sponsors, on a des partenaires. Nous profitons de cette occasion-là pour les remercier. Nous profitons de cette occasion également pour réunir tous les anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. Nous les invitons à cette manifestation-là.
Nous profitons de cette occasion pour se réunir autour des vertus du sport, la convivialité, l'amitié, la fraternité, la solidarité. Et donc, ça, c'est pour le mois de janvier, pour la rentrée sportive. Ensuite, suivra le tournoi des 4 grands clubs d'Abidjan au niveau des anciens. Grands clubs, parce que ce sont ces clubs-là qui ont rapporté des lauriers. ASEC Africa Stade Stella. Merci. Qui ont rapporté des lauriers à la Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau des anciens, nous mettons sur pied ce tournoi-là pour se retrouver encore une fois de plus. Et puis, ça va déboucher, ça va continuer avec le tournoi des associations. Parce qu'en même temps qu'il existe l'AFI, il existe d'autres associations dans différentes communes d'Abidjan. Il y en a à Djamé, à Port-Boué, à Makori, à Bobo, un peu partout. Donc nous regroupons toutes ces associations-là pour une journée de retrouvailles. Et puis vers la fin de l'année, pour nous, au mois d'août, nous recevons des équipes étrangères. Nous avons déjà reçu les anciens du Togo, nous avons reçu les anciens du Bénin l'année dernière. Wow. Cette année, nous sommes en pourparlers avec les anciens de la Guinée et puis du Cameroun. Voilà. Voilà un peu ce que le programme de l'AFI, saison 2025. Merci beaucoup, Président Bolou Joachim. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau et de nous parler de votre association. Allez, madame, monsieur, on va marquer une pause. On revient juste après pour continuer notre émission du jour. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le dribble est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en duel, Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Playlist Afrique. Playlist Inter. Cagoulé pendant le plafond, ça fait un éternel forte, pousse par sa bigode, trotti, ok, las queda. Renouer avec tous de musique. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il nous a rejoint coach Alain Gnossian. Bonsoir, coach. Bonsoir, Douglas. Vous allez bien? Très bien. Tout noir? Ouais. Il dit, ouais. Allez, voilà, la couleur de Romaric. C'est la couleur de Romaric. Romaric, allez. Avec ça, on a toujours la victoire. Super, on l'espère bien. En tout cas, pour le match retour. Et une autre question, bien sûr, LGT du jour, éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, comment éviter le match piège à Bamako? Place à notre sabeuse du jour.
Eh bien, plus rien ne va à Manchester City, plongé plus que jamais dans une crise. Eh bien, le mal est si profond que Pep Guardiola, bien sûr, tente de trouver l'équation. Regardons ensemble cet élément préparé par la rédaction et puis juste derrière, on en parle. When the ball is here, guys, when we are in that position, we pass. What is the space? He's carrying. When the ball is here, like that, he's the hit. Ça ne sera pas facile, mais nous devons essayer d'engager des joueurs, a-t-il affirmé. Le technicien espagnol espère que de nouveaux arrivants pourront inverser la dynamique actuelle et ramener l'équipe dans le top 4 de la Première Ligue. En attendant les renforts, Guardiola et City doivent impérativement battre Leicester lors du prochain match pour relancer la machine. Allez, le décor, bien sûr, est planté, messieurs. Avant de poursuivre, voyons un peu les résultats de Manchester City sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec Ballot. Oui, donc déjà, il faut savoir qu'ils se sont inclinés face à Tottenham 2-1. Ils ont perdu face à Bournemouth 2-1. Face au Sporting, ils ont été étriés 4-1. Ils ont encore baissé pied face à Brighton 2-1. Ils ont perdu face à Tottenham 4-0. 3-3 surprenant face à Feyenoord. Liverpool les a battus 2-0. Manchester City se reprend en battant Nottingham Forest 3-0. Crystal Palace, face à Crystal Palace, ils font un match nul, 2 buts partout. La Juventus s'impose face à eux, 2-0. Ils perdent le derby mancunien 2-1 face à United. Aston Villa dispose de 2-1 et ils font 1 but partout face à Everton. Face à Everton, un match maîtrisé dans lequel Erling Haaland a manqué un penalty. Une seule victoire sur les 13 derniers matchs. Coach, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette situation de Man City? Ben écoute, je pense qu'on peut dire que la machine a pris des plombs dans les ailes. Parce que quand il y a ces résultats-là, on s'est dit automatiquement que plus rien ne va à City. Maintenant, il termine par un match nul 1-1 contre Everton qui est pour moi une bouffée d'oxygène. Parce que quelque part, au moins, ils ont maîtrisé une équipe, ils ont maîtrisé le match. Et puis après, ils perdent dans les derniers instants de concentration. Bon, on espère bien que le Boxing Day va leur servir de leçon. Et peut-être qu'ils vont se relancer dans ce Boxing Day. Roger Stéphane, l'absent... Bon, on peut peut-être dire oui. Parce qu'il n'est pas là, City ne joue pas bien, City perd ses matchs. Donc peut-être. Mais il n'y a pas que Rodri seul. Parce que quand même, j'ai vu là, sur les blessés, Rodri est absent avec Diaz et Jones toute la saison. Il va récupérer Gundogan et Kevin De Bruyne sur le prochain match. Ouais. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et avant aussi, il y a quelques joueurs qui étaient blessés. Ça peut être l'un des éléments d'explication. Et puis en plus, vous avez Haaland qui n'a plus sa réussite habituelle. Parce qu'aussi, il ne reçoit pas beaucoup de ballons. Ouais. L'autre élément, c'est peut-être que le système Pep est connu maintenant. Et que tout le monde met en place un système défensif. Anti-Pep. Anti-Pep. Et ça marche. Le dernier élément, ça peut être l'épuisement de ces joueurs. Parce qu'il y avait les actions individuelles qui faisaient la différence. Doku, Foden, Silva, Haaland, ils n'ont plus le rayonnement qu'ils avaient. Ils n'ont plus ce qu'ils avaient qui fait la faute de City. Parce que City, c'est quoi? Possession, vitesse d'exécution, rythme, action individuelle. Les joueurs sont peut-être épuisés. Ça fait 2-3 ans. Ils jouent à un niveau tel que les joueurs sont peut-être épuisés. Si vous prenez le match de la Ligue des Champions face à Feyenoord, ils menaient 3-0 à 15 minutes de la fin du match. Bon, et on a tous perdu sur Paris d'ailleurs. Qui menaient 3-0 à 15 minutes de la fin du match, au finish 3-3. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de ressorts qui sont cassés. Est-ce que les renforts vont venir pour ramener cette formation? Ou alors le retour de Rodri? Mais c'est toute la saison, Rodri. Ouais. En la saison prochaine, va changer des choses avec l'équipe de City. Mais je crois que c'est un ensemble d'éléments sur le système, sur l'épuisement, sur les qualités individuelles. Rien ne marche en ce moment du côté City et c'est un peu dommage. On l'a vu sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, on a dit qu'on ne touche pas alors. Et depuis que Rodri l'a touché, c'est compliqué. Allez, le manque quand même d'efficacité d'Haaland, allez, ne bouscule pas cette équipe de Man City quand on sait que vraiment c'était le buteur maison à un moment donné de cette équipe de City. Absolument, il est en doute. Moi je pense qu'à l'image de toute l'équipe de City, le problème est aussi psychologique. Tout à l'heure, Roger Stéphane parlait d'épuisement, mais on peut dire aussi de démotivation parce qu'une équipe qui a tout gagné en l'espace de quelques années, 6 titres de Première Ligue, une Ligue des Champions, après, où est-ce que ces joueurs peuvent aller tirer une nouvelle source de motivation? Pour moi, il n'y en a plus. Lorsqu'on gagne la Ligue des Champions, la Première Ligue à plusieurs reprises, même la Cup, quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, tout a été fait. Peut-être qu'il y a un problème de démotivation, mais oui,
problème. Haaland aussi, qui est en doute, il a manqué un penalty face à Everton, un penalty qui pouvait donner la victoire à Manchester City, mais on l'a dit, même ceux qui ont décrypté le match l'ont dit, dans sa manière, dans sa gestuelle, dans sa manière de tirer le penalty, prouve qu'il n'est pas en confiance à l'image de toute l'équipe. Donc pour moi, ça va se jouer à un déclic. Si City remporte le prochain match, il joue face à Leicester, qui n'est pas sur une bonne pente en ce moment. S'il gagne, il bat Leicester avec un score assez intéressant. Pour moi, la machine peut reprendre. Mais il manque juste un déclic, une victoire et ça peut repartir. Clément Yéton, est-ce la fin d'un cycle? Oui, je pense que moi, je ne suis pas surpris parce que c'est quand même la méthode Pep Guardiola qui est arrivée à bout de souffle. Et parce que Guardiola, il met en place une méthode qui lui permet d'aller tout rafler. Et quand tu mets en place ce système-là, tu demandes beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement à tes joueurs. C'est-à-dire, comme Balo l'a dit, hein, on sait que le projet de Manchester City, depuis un bon moment, c'était aller chercher cette Champions League-là et puis asseoir quand même la domination sur le championnat anglais. Ils ont été chercher la Champions League et on sent quand même une démotivation. Je pense qu'il y a un entraîneur qui a réussi en Premier League, qui avait l'art de donner ce qu'on appelle de se réinventer. C'était Sir Alex Ferguson avec Manchester United, mais tu mettais un quadruplé et le lendemain tu t'es retrouvé sur le banc. On a vu avec Berbatov, on a vu avec des garçons tels que Carlos Tevez, il avait l'habitude de réinventer son équipe. Et là, je pense qu'il y a deux éléments fondamentaux quand même qui expliquent le déclin de Manchester City. On a ce qu'on appelle la confiance du moment qui n'y est plus. On voit Kevin De Bruyne manquer des gestes techniques, Bernardo Silva qui ne peut pas faire une passe plutôt. Et après, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la condition physique. Voilà, la condition physique fait que Manchester City... Est-ce qu'il ne demande pas trop physiquement à ses garçons? Il a déjà tout fait, c'est un peu ça avec Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Quand le projet arrive à un moment donné, les joueurs sont épuisés. On a vu avec Liverpool, avant le départ de Jürgen Klopp, même s'il réussissait quand même à mettre en place une nouvelle équipe, je pense que la condition physique n'y est plus parce qu'on voit un pressing désordonné de la part de Manchester City. Ça, ce n'est pas la méthode Guardiola. Habituellement, on presse ensemble, on ne laisse pas l'adversaire respirer, mais là, il n'y a plus ce pressing-là. Après, également, je pense que je vais ajouter un autre élément qui est quand même le côté buté de Pep Guardiola. Donc, à ce côté buté-là, lui a permis d'être l'un des plus grands corps du monde. Oui, il meurt avec ses idées. Ça lui a permis de gagner avec Barcelone, de gagner avec le Bayern Munich, de gagner avec Manchester City. Après, c'est peut-être aussi également l'un des points faibles de Pep Guardiola. Pourquoi? Parce que pour moi, il commet 3 erreurs l'année dernière et cette saison avec Manchester City. D'abord, il laisse filer Riyad Mahrez, qui lui pourrait sortir du banc et voilà, changer le coup des matchs. Il laisse filer le successeur de Kevin De Bruyne qui est arrivé, je pense qu'il est arrivé à fin de cycle, voilà, je pense qu'il n'est plus capable de porter cette formation de Manchester City. Je pense que Guardiola, s'il gardait Cole Palmer, qui fait des merveilles actuellement du côté de Chelsea, moi, était le remplaçant idéal de Kevin De Bruyne du côté de Manchester City. Mais voilà, il y a une mauvaise gestion. On sait qu'il est un peu têtu. Après, il a libéré Alvarez, qui va à l'Atlético de Madrid. On sait que Alvarez, au moins, quand c'est bloqué avec Haaland, qui lui a un jeu figé, il faut lui mettre le ballon dans la surface. Alors que Alvarez, on l'a vu, hein, même avec l'Argentine, à côté de Messi, et même avec Manchester City, il arrivait quand même à brouiller les pistes et permettre à Haaland de mieux s'exprimer. Et ce côté buté-là est en train de jouer des mauvais tours à Pep Guardiola qui est dans une période très très difficile. On espère qu'il va se réinventer comme il a su le faire. Et on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, le bilan il est catastrophique. Allez, coach, Pep Guardiola propose l'arrivée de quelques renforts. Est-ce la solution pour remettre l'équipe sur les rails? Écoutez, Guardiola, il fait toujours du Guardiola. Hein. Quand il est en difficulté, il cherche toujours de nouveaux joueurs pour essayer de remettre sa machine en place. Aujourd'hui, il a des joueurs qui sont épuisés, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement, tactiquement, ils sont épuisés. Donc, il va aller chercher de nouveaux renforts qu'il va utiliser, qu'il va faire des box-to-box avec eux, qui vont réussir à relever l'équipe de City, et puis qui seront au top. Et puis après 2 années ou bien après l'année prochaine, il va essayer de prendre du recul, comme il a fait avec le Bayern. Quand il sait que ça commence à ne pas marcher, qu'il gagne un titre ou bien il qualifie le club, automatiquement il sort par la grande porte. C'est ça qu'il est en train de rechercher avec City. Il va essayer de recruter de nouveaux joueurs qui, pour lui, seront capables de faire ce que les autres ont fait. Et s'il réussit à avoir ces joueurs-là, bon, City va se relancer. Et puis City va finir peut-être 2e ou bien peut-être champion, on ne sait jamais. Et après, il se qualifie pour la Ligue des Champions. Et là, il va sortir par la grande porte. Donc, Guardiola va faire toujours du Guardiola. Aller chercher des joueurs, des pépites rares quelque part, qui vont booster l'équipe. Et puis après, il va sortir par la grande porte. Allez, 7e actuellement de Premier League. Manchester City doit-il mettre définitivement une croix sur le titre
Quand on sait que Liverpool ne laisse rien passer. Ben écoutez, en Angleterre, vraiment, jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la fin du Boxing Day, le titre est toujours jouable. Aujourd'hui, 14 points de retard quand même. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais on a vu les saisons passées où Arsenal avait plus de 12 points en avance sur tout le monde, et puis Arsenal s'est fait rattraper par une équipe. Il faut bien gérer le Boxing Day. Il faut bien gérer le Boxing Day. Il a commencé par un match nul. S'il arrive à gagner Leicester tout de suite, et que devant, comment on appelle, les autres essaient de coincer, tout de suite il va se rapprocher. Donc il va essayer de jouer de cette malice-là pour essayer de récupérer quelques joueurs pour lui qui seront prêts tout de suite pour entrer dans le Boxing Day. Et puis s'il arrive à engager 2 ou 3 victoires, ben, il peut rêver. Maintenant, s'il n'arrive pas à engager 2 ou 3 victoires, il va complètement mettre la croix. Roger Stéphane, est-ce que l'équipe peut aller chercher une place en Ligue des Champions? Non, je veux dire, sur tous les fronts, ça va être compliqué. Là, ils ont 14 points de retard sur Liverpool, qui est inarrêtable en ce moment. Il y a Arsenal derrière aussi, qui n'est pas mal. Le titre va être complètement difficile pour eux. Sur la Ligue des Champions, ils ne sont pas encore parmi les 8 premiers qualifiés pour le tour suivant. Ils sont barragistes. Donc, on attend la suite des événements. Maintenant, sur la démotivation évoquée par Ballot et Clément Yeton, j'avoue que je suis un peu surpris quand même. Pourquoi les garçons devaient être démotivés? Chaque génération écrit l'histoire d'un club. Il y a des garçons qui ont écrit l'histoire de Nottingham Forest dans les années 70. À 2 reprises, 70, 79, ils gagnent la Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui ont écrit l'histoire de Liverpool. Il y en a qui ont écrit l'histoire de Manchester United, Nottingham, etc., etc. Donc, c'est à eux, leur génération, d'écrire l'histoire de cette équipe de City qu'on ne connaissait pas beaucoup avant l'arrivée des fonds qui ont fait que ce club a été bâti. Ils n'ont pas été démotivés. Ah non, il faut gagner des titres, vous gagnez la Ligue des Champions, vous gagnez beaucoup d'argent, vous écrivez une histoire. Parce que City doit se mettre au niveau, ou en train de se mettre au niveau des équipes mythiques que sont Liverpool et United. Il n'y a pas à être démotivé. Je pense que le vrai problème, c'est que ces garçons sont épuisés. Parce qu'on a tiré d'eux beaucoup de jus, de telle sorte qu'ils ne peuvent plus répéter les gammes qu'ils répétaient il y a 2 ans, 1 an, 3 ans avec cette formation de Manchester City. C'est ça le vrai problème, mais pas la démotivation. Parce que si vous êtes motivé, que vous n'avez pas la ressource pour accompagner la motivation, vous n'y arrivez pas. Mais sinon, tant qu'ils auront l'occasion d'écrire l'histoire de ce club qui est en train de se hisser au niveau des grands clubs traditionnels du côté de l'Angleterre, ils le feront. Alors, moi, j'estime que justement l'histoire était déjà écrite. Lorsqu'on parvient à gagner 6 titres, et je dis bien 6 titres de Première Ligue face à des concurrents comme Liverpool, comme Arsenal, comme Chelsea, on peut estimer, même de manière inconsciente, on peut estimer que l'histoire est déjà écrite. Ils remportent une Ligue des Champions face à Chelsea. Ils en loupent, on va dire, 2 avec la remontada, la fameuse remontada du Real Madrid avec Rodrigo Goes et Karim Benzema. Derrière, ça fait que, pour moi, le challenge n'y est plus. Lorsqu'on a déjà gagné une Ligue des Champions, on a déjà gagné une Première Ligue, on a déjà gagné sur tous les tableaux, clairement, il faut d'autres sources de motivation. C'est bien beau de vouloir écrire l'histoire, mais si l'histoire est déjà écrite, qu'est-ce qu'on peut bien écrire? Mais effectivement, oui. Avec 6 titres. Ouais, ben... L'histoire avec 6 titres. Clément Yeton, au vu de la situation actuelle, est-ce que Pep Guardiola est sur un siège éjectable? Je pense que si c'était un entraîneur normal, je pense que voilà, il serait sur un siège éjectable parce que voilà, c'est parce qu'il a fait quand même de bonnes choses du côté de Manchester City. Sinon, normalement, voilà, c'est un entraîneur qu'on doit faire démissionner. C'est un entraîneur qui serait sur le départ, mais c'est Pep Guardiola. On sait qu'il a tellement apporté à Manchester City. Il a quand même placé Manchester City sur la carte du football mondial. Et lui-même, on l'a vu dans une déclaration, hein, il y a quelques jours, il a dit, mais ouais, il ne peut pas laisser Manchester City dans les moments difficiles et il souhaiterait quand même redresser la barre. Et puis voilà, il s'agit de se barrer, comme l'a dit le coach Nyossian, c'est-à-dire sortir par la grande porte en allant chercher quand même un titre. On sait qu'il ne va pas vouloir salir son beau palmarès du côté de Manchester City. À lui de trouver les moyens nécessaires, les conditions également, parce qu'on sait que sa théorie, c'est quoi? C'est la récupération des 5 secondes après la perte du ballon et ça demande énormément d'énergie. Les recrues actuelles aussi n'ont rien apporté. On parle des garçons tels que Savigno qui n'arrive pas à remplacer des garçons tels que Riyad Mahrez. Et je pense que peut-être qu'il va se rendre compte qu'il s'est trompé à un moment donné sur ses choix également. À lui également de faire un bon mercato. On sait que le mercato hivernal, c'est très difficile d'aller chercher des grands joueurs tels que... Voilà, et on parle également de Lionel Messi pour un prêt de 6 mois peut-être. Ça pourrait le sauver. Mais on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir, voilà, bien dit Clément Yeton, Léo Messi à Man City. Allez, son papa Pep Guardiola va marcher plus que les autres. Allez, place à l'actu, on revient juste après.
Eh bien, la question LGT de ce soir, bien sûr, éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, comment éviter le match piège à Bamako? Eh bien, pour participer à l'émission, plus 225 27 21 59 93 99. Nanti, de sa victoire acquise à l'aller sur le score de 2-0, l'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire tentera d'arracher sa qualification pour le CHAN 2024 face à son homologue du Burkina Faso ce samedi au stade du 26 mars à Bamako. Et quels sont les pièges que devront surmonter les éléphants locaux? On en parle dans ce sujet préparé par la rédaction. L'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire est au Mali depuis mardi. Elle rencontre son homologue du Burkina Faso ce samedi 28 décembre au stade du 26 mars de Bamako dans le cadre de la manche retour du dernier tour qualificatif pour le CHAN 2024. À l'aller à Abidjan, les éléphants locaux se sont imposés grâce à un doublé de Konaté Oumar, le jeune attaquant de Seul FC. L'objectif pour le sélectionneur André Romaric et ses poulains est donc de préserver cet avantage afin d'arracher leur ticket pour le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Cependant, le technicien ivoirien est bien conscient que la qualification est loin d'être acquise. C'est pourquoi l'équipe s'est rendue assez tôt au Mali pour mieux s'acclimater et prendre ses repères. Les éléphants se sont entraînés le lendemain de leur arrivée sur les installations de l'association sportive de Bamako avant de faire la reconnaissance de la pelouse du stade du 26 mars ce jeudi. Le sélectionneur André Romaric a son effectif au grand complet. Au stade Félix Houphouët-Boigny, la défense conduite par le gardien expérimenté Sylvain Bowo et la paire axiale constituée de Zouzou Landry et Zadi Benito avait été particulièrement solide. Elle va devoir renouveler sa performance d'Abidjan pour résister aux assauts des étalons. À Bamako, les éléphants sont pratiquement en territoire hostile. Il leur faudra donc avoir un mental solide pour ne pas répondre aux provocations de tout ordre, voire aux erreurs d'arbitrage. Puis, le capitaine Koulibaly Topio et ses coéquipiers devront exploiter judicieusement toutes les opportunités qui se présenteront à eux en attaque. La Côte d'Ivoire vise une 6e participation au CHAN dont elle a organisé la première édition en 2009. On ouvre le téléphone, bien sûr, plus 225 27 21 59 93 99. La question LGT éliminatoire CHAN 2024, éléphants locaux, comment éviter le match piège à Bamako? Eh bien, la même question est posée sur le plateau. On va commencer avec le coach. Comment les éléphants locaux devront-ils éviter ce match piège à Bamako? Pour éviter le match piège, c'est tellement, pour moi, il faut mettre une stratégie en place. De jouer un bloc médian, ne pas jouer trop collé à son gardien de but, de jouer un bloc médian et puis tout de suite d'être les premiers sur le ballon, chercher à attaquer l'adversaire pour l'empêcher de développer son football tout de suite. 15 premières minutes, il faut qu'on soit pressant depuis le début, depuis les 15 premières minutes, rester dans leur camp, chercher à garder le ballon de l'adversaire dans son camp, conserver le ballon même, plutôt être les premiers à marquer un but et puis ensuite derrière, ne pas chercher à développer notre football dans notre moitié de terrain. Non. Il faut toujours être les premiers à passer la moitié du terrain et puis arriver dans le camp adverse, chercher à jouer notre football et chercher des fautes toujours à l'entrée de la surface de réparation. Quand même, dans cette équipe, on a 2 champions d'Afrique. On a le gardien Sylvain Bowo qui est champion d'Afrique. On a Brito qui est champion avec les U17. Donc, fort de leur expérience, ajouter à eux un garçon comme Topio qui est capitaine et puis Bedi qui est un international qui vient fraîchement de l'équipe A, encadrer ces jeunes gens, Konaté qui, lui, international, cadet, junior, tout ça, encadrer tous ces jeunes gens, leur parler, et surtout avec le vécu du sélectionneur Kofi Romaric, tout de suite, l'un mis dans l'autre, on saura automatiquement qu'est-ce qu'on doit faire au Mali. Parce que, pour contrer l'équipe du Burkina, il ne faut pas leur laisser le ballon. Bien dit. Dans quel aspect du jeu, cette équipe du Burkina paraît bien jouée et bien armée pour nous bousculer Balo? Moi, je dirais déjà pour ce que j'ai vu défensivement, parce que sur le match aller, ce n'est pas une équipe qui a tellement bousculé les éléphantos, sinon les éléphants dans le jeu, pour ce qu'on a vu, on a pu voir. Et leur occasion, elle a eu du mal à multiplier, à se procurer beaucoup d'occasions. Donc moi, je dirais que peut-être qu'ils vont tenter de miser soit sur la défense ou surtout sur le milieu de terrain
pour espérer avoir beaucoup de ballons pour mettre une pression offensive sur les éléphants. En tout cas, sur le match aller, on n'a pas vraiment vu grand-chose de cette équipe burkinabé qui doit véritablement hisser le niveau de jeu. Alors, on va prendre la direction de Sipilou, retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Daniel. Comment vous allez? Bon, grâce à la 3, je suis le moins très haut. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Diomandé Mamadou, la question LGT du jour éliminatoire, CHAN 2024, éléphants locaux, comment éviter le piège à Bamako? Bon, pour éviter le piège à Bamako, je demande aux enfants d'être concentrés, d'avoir l'objectif, la qualification. De ne pas écouter le public malien, de ne pas jouer avec l'arbitre, de faire leur football qui va les permettre de marquer au moins un but à Bamako. Et puis d'avoir le moral très très haut, la tête sur les épaules, et se dire qu'ils sont venus défendre une couleur, la couleur orange, blanc, vert, qui est la couleur de notre drapeau, 3 champions et 3 fois champions pour étoile. Donc c'est des braves, c'est pour faire la Romaric. Je sais que Romaric c'est un digne collègue de notre grand entraîneur, Aimé Faye. Et ça ira, on va battre le Burkina au pied du Kourma, Mali, Inch'Allah. Bonne mission, bonne éléphant, petit jet. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Allez sur la page Facebook Maxime Kouamé. Bonsoir la team. Selon moi, pour éviter le match piège, il faut que les joueurs mettent la tête tout simplement sur le match. Et puis, pendant 90 minutes, il faut rester concentré pour défendre et attaquer ensemble. Parce que ce match va se jouer sur des détails et qu'il évite les jeux individuels, puis fermer les couloirs de transition. Bonne émission à vous. Allez, coach. Il a bien dit, surtout, les couloirs, il va falloir bien les resserrer. Ben, écoutez, les Burkinabés comptent sur les gabarits. Ils sont grande taille. Ils se disent qu'ils vont chercher à gagner tous les ballons aériens. Avec l'intelligence de nos milieux de terrain qu'on a, avec l'intelligence de nos défenseurs, on a pu déjouer ce piège-là ici à Abidjan. Pourquoi ne pas continuer sur cette même lancée? Fermer les couloirs de transmission, mais c'est empêcher l'adversaire d'avoir le ballon. Si on les empêche dans un premier temps d'avoir le ballon tout de suite, ils vont s'énerver et puis le doute va s'installer déjà dans leur tête. Donc c'est d'emmener d'abord le petit Konaté, comme il sait bien le faire, accompagné de ses 2 sortants, tout de suite emmener toujours Topio dans la provocation. Un très bon capitaine, intelligent, qui est toujours dans la provocation, en train de provoquer les autres milieux de terrain à faire des fautes sur lui. S'il a 1 ou 2 fautes dans la moitié du terrain, tout de suite, on aura la même main sur le milieu de terrain et puis on va jouer tranquille. On va jouer tranquille. Toujours sur la page Facebook, Clément Nyanini, il dit ils doivent être soudés, concentrés et surtout jouer en équipe. Ange Eric, hello la famille, bonne émission à vous. Éliminatoire CHAN 2025, bonne chance aux éléphants locaux pour le 2e match à Bamako. Indrick Kofi remarque le seul objectif est de remporter le CHAN 2025, c'est ce qu'il dit. Ils vont la gagner à Bamako. Allez les éléphants, victoire 3-0 contre le Burkina Faso. Clément Yéton. Ah bah, tout à fait, je pense que il y a quand même, on a vu la déclaration d'avant-match de Indrick Kofi qui disait que ce serait quand même un manque de respect à l'adversaire de penser que nous sommes déjà qualifiés. Et de cette réflexion de Romaric, je peux tirer quand même quelques maîtres mots qui pourraient quand même permettre aux éléphants d'éviter ce qu'on appelle des surprises à Bamako, c'est-à-dire éviter la suffisance. Parce que si vous pensez que vous êtes déjà qualifié pour vous faire rattraper, 2-0, c'est facile à remonter, un but à la mi-temps, un but en deuxième mi-temps et basta. Et puis je pense que refaire le même match ici, être cohérent dans la volonté, dans la grinta, être efficace également. Et je pense qu'on peut aller chercher la qualification. Avant le départ, bien sûr, pour le Mali, le sélectionneur Indrick Kofi Romaric et certains de ses joueurs se sont exprimés à nos micros. Je pense que d'abord nous sommes contents de la victoire qui s'est bien passée au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça, on était chez nous. Je pense qu'il faudra aller encore confirmer à Bamako. Donc voilà, on est déjà dans la préparation du match, mentalement comme physiquement. On espère qu'on sera prêt. On sera pour un combat encore. Peut-être plus dur même que celui du stade Félix Houphouët-Boigny. Mais on s'apprête. C'était l'objectif qu'on s'était donné, de gagner ce premier match-là, pour se mettre en confiance. Et je pense qu'on a atteint cet objectif, qui était de gagner ce premier match aller. Et la suite, je pense qu'on ira finir le boulot là-bas. Bah déjà, je pense qu'on doit être calme, serein. On ne doit pas tomber dans l'excès.
On n'a rien que 2-0. Je pense que c'est un match qui sera décisif. Il sera très engagé. Il faudrait qu'on le prépare très bien dans tout ce qui est environnement, dans tout ce qui est terrain. Il faudrait qu'on parte là-bas avec vraiment des guerriers, des gens qui sont prêts à mouiller le maillot. Là, nous serons à l'extérieur et il y a d'autres ingrédients qui vont forcément rentrer en compte. Mais déjà, je pense que mentalement, le groupe est prêt. On sait que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du tout facile. Ça sera une équipe revancharde, donc on est prêt. Oui, on est prêt. Vu que voilà, on a joué le match hier, aujourd'hui on est revenu sur le terrain, on a eu des séances. Ceux qui ont joué une séance de récupération et ceux qui n'ont pas participé au match ont eu une autre séance. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est tous prêts à entamer ce match retour. Allez, messieurs, pour les éléphants, quelle serait la meilleure stratégie? Attaquer pour gagner ou défendre l'avantage d'Abidjan Balo? Moi, je dirais attaquer. Pour moi, dans les 15 premières minutes, attaquer, faire preuve d'efficacité, parce que le chemin qui se profile, c'est qu'on aura une équipe burkinabé qui aura, si vous voulez, la volonté tout de suite d'emballer le match. Lorsqu'on a un retard de 2-0 et qu'on reçoit voilà, sur un terrain neutre, mais on suppose qu'ils seront à domicile, on est tout de suite tenté de refaire son retard. Ça, c'est une question de logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tentant de refaire son retard? C'est d'attaquer. Donc nous, si on les devance et qu'on leur coupe l'herbe sous le pied, en leur plantant 1 ou 2 buts dans les 15 premières minutes, c'est clair que les ardeurs des Burkinabés seront calmés. Et si les ardeurs des Burkinabés sont calmés, on pourra entrer dans une phase de gestion avec une bonne défense, un bon milieu de terrain et terminer en beauté. Les éléphants locaux ont fait la reconnaissance de la pelouse du stade du 26 mars ce jeudi, comme le rapportent ces images des médias de la FIFA. Si on pensait ça, on ne serait pas ici. La fédération, l'équipe, avant son départ pour le Mali, on l'écoute et on revient juste après un élément de la FIFA. Ça va? Ça va? Romain? Ça va? Ça va bien? Bonsoir. Présentez-vous en même temps. Zouzou Landry. Afad. D'accord. Afad. D'accord. Fofana Mohamed Lami. Zuma FC. Zuma FC. Merci. Toi, tu as joué une... Un peu. On va nous laisser passer. Merci. C'est bon. Ça va? D'accord. Tu allais donner le coup de la victoire. D'abord, vous féliciter pour cette première victoire qui n'était pas important dans la qualification. Mais aussi, comme l'a si bien dit le colonel, vous rappelez que dans l'histoire d'un être humain, il y a ce qu'on appelle des opportunités. Quand Dieu vous donne des opportunités, il faut savoir les saisir. Si vous ne savez pas les saisir, après vous allez vivre de regrets. Si je savais, si je pouvais, si je... Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire quelque chose d'important pour votre pays. Cette compétition du CHAN, objectivement, n'était même pas prévue au programme. Ce n'est qu'au mois de septembre que la décision a été prise. Et donc, qu'on a décidé de monter donc, cette équipe pour aller y participer. On a désigné Romaric sur la base de ses compétences, de son expérience. Et puis, lui, il a choisi les joueurs que vous êtes. Et comme dit le colonel, vous êtes les meilleurs joueurs du moment. Et comme je l'ai dit à vos aînés au moment de la CAN, j'ai dit, avant la CAN, je leur ai dit, vous savez, dans la vie, chacun écrit son histoire. Si Dieu vous donne l'opportunité d'écrire votre histoire, que vous ne la saisissez pas, mais si vous avez l'opportunité de l'écrire et que vous la saisissez et que vous écrivez l'histoire, en fait, c'est pour vous-même. Et vous avez aujourd'hui l'opportunité d'écrire l'histoire. D'abord, en allant faire un deuxième match au Mali et en faisant tout pour le remporter et vous qualifier. Mais une fois que vous serez qualifié, vous allez aller au CHAN pour aller chercher le trophée, pas pour participer. Mais on en parlera ultérieurement. Il faut vous fixer de grandes ambitions. Je pense que le championnat de Côte d'Ivoire, la Ligue 1, la Ligue 2, parce que je vois qu'il y a des joueurs de Ligue 2 comme Gagnois, comme Yamoussoukro FC, etc. C'est une belle compétition. Et depuis que nous sommes arrivés il y a un peu plus de 2 ans, on fait tout pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour que vous, les joueurs, vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Donc, saisissez votre chance. On a confiance en vous. Ce n'est pas de la pression, mais c'est des responsabilités. Prenez vos responsabilités. Alors, ça ne va pas être un match facile.
Parce que déjà, il y a 2 ans, pour se qualifier pour le CHAN, on a rencontré le Burkina. On a fait match nul ici. Et on allait faire match nul aussi au Maroc. Et c'est au tir au but qu'on s'est qualifié. C'est toujours des matchs compliqués. C'est des matchs difficiles. Mais c'est des matchs de garçons. Vous êtes des garçons. Donc, ne baissez pas les bras. Allez à fond. Mais par contre, ne tombez pas dans la provocation. Parce que là, on va jouer chez l'adversaire. Restez concentrés, restez appliqués. Sur la base de ce que moi j'ai suivi, vous avez démontré que vous avez un peu plus d'aptitude que dans le jeu. Si vous étiez même un peu plus appliqué et concentré, le cas aurait pu être un peu plus important. Mais en même temps, on ne peut pas vous en vouloir. Vous avez joué combien de fois ensemble, c'est une équipe qui se forme, donc vous aurez le temps d'améliorer un peu tout ça avec le temps. Mais fondamentalement, pour l'améliorer, il faut passer le cap de Bamako. Donc, vraiment, je suis venu vous dire tous mes encouragements. Je suis venu vous dire qu'on compte sur vous. Je suis venu vous dire que moi, j'aime écrire l'histoire. J'aime écrire l'histoire. Et je veux essayer d'écrire l'histoire avec vous. Voilà. Malheureusement, je ne serai pas du déplacement parce que j'ai des contraintes ici. Sinon, je serais venu avec vous. Mais si Dieu permet que vous vous qualifiez là-bas, je serai au CHAN avec vous. Inch'Allah. Pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide, que Dieu mette la baraka dans cette mission et que vous reveniez avec le succès. C'est ça que je suis venu vous dire. À l'instant, le message du président de la Fédération ivoirienne de football. On prend la direction de Bono avec M. Kadé. Bonsoir, M. Kadé. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Au plateau. Bonsoir, oui, monsieur Kadé. Super. Allez, la question LGT éliminatoire à CHAN 2024 et bien sûr, éléphants locaux. Comment éviter le match piège à Bamako? D'abord, moi je pense que déjà, tout part d'une question d'organisation et de professionnalisme. Ils sont des professionnels, ils ont été formés et je pense qu'avec Romaric, c'est déjà un grand qui a vécu vraiment un bagage footballistique très énorme. Et il a eu le temps de les apprendre à gérer ce genre de match. Mais le plus important, c'est qu'ils évitent de tomber dans la provocation. Voilà. Qu'ils soient toujours premiers sur les ballons, mais de façon intelligente. Ne pas créer des fautes, laisser des ouvertures. Et puis gérer les espaces et puis aussi de faire preuve de réalisme face aux occasions. Parce que déjà nous les connaissons, nous savons comment ils sont avec beaucoup de situations qui se sont passées. Voilà. Donc moi ce que je peux dire c'est que les éléphants fassent beaucoup de professionnels. Et prennent ça plus présent du professionnalisme et puis j'ai la situation, comme je l'ai dit, avec professionnalisme, éviter des couloirs et puis gérer, éviter aussi les fautes, etc. Merci beaucoup, monsieur Kadé. Merci, salut le plateau et puis bonne soirée à vous tous. Merci pareillement à vous. Eh bien, messieurs, est-ce que vous êtes confiants pour une qualification au CHAN 2024? 30 secondes, Ballot. Oui, je suis confiant parce qu'ils ont monté de bonnes dispositions dans le jeu et ont obtenu un résultat acceptable. Donc moi, pour ces raisons, j'estime que oui. Roger Stéphane? Non, et moi, c'est le discours du coach Romaric qui me plaît beaucoup. Erreur de penser que c'est fait. 2 buts, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Rester concentré pour finir le travail, c'est une finale qu'il faut jouer à fond. Si on respecte ces mots du sélectionneur Romaric, on peut aller faire un bon résultat. 1-0 pour les éléphants. Pour les éléphants. Pronostic rapidement? Ah ouais, je pense qu'il aura un but à 0 pour les éléphants parce que j'estime que c'est un championnat qui est supérieur à beaucoup de championnats dans la sous-région et là, à eux de valider la bonne forme de la Ligue 1 actuellement. Coach, pronostic? Qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Qualification. Allez, le public sportif ivoirien se prononce sur la question LGT. On regarde, on vient juste après. Bien sûr, ça peut être un match piège. Parce que nous, avec le Mali, il y a des petits problèmes qui se passent. Donc, avec l'arrivée des éléphants au Mali, pour moi, bon, ça peut être un piège. Hein. Je pense très bien que ça ne sera pas un match piège. Parce que le football, tout peut y arriver. Donc, sur le terrain, une fois que les joueurs sont confiants, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et puis bon, pouvoir gagner le match en retour aussi. Un match piège, c'est trop dit. Le Burkina a plus choisi le Mali pour une histoire de supporters. Vu la capacité de frappe des éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont choisi le Mali pour avoir des supporters.
Connaissant André Romaric et ses enfants, il faudrait simplement qu'il y ait le mental pour battre cette équipe de Burkina Faso. Ben, pas du tout. Hein. Voilà. Moi, je pense que c'est juste la situation géographique qui change. Voilà, c'est juste un changement de pays, c'est tout. Sinon, nos gars, ils ont le moral. Hein. Voilà, peu importe la situation, peu importe le terrain. Tranquille, donc je suis confiant. Voilà, je crois en notre victoire et je sais qu'on va gagner le match. À l'instant, la réaction du public sportif ivoirien sur la question LGT. Ballot, Roger Stéphane, Clément, il est ton coach, Alain Yoncien, merci beaucoup pour vos analyses. Et puis merci également à toutes nos équipes en régie autour de Chimène Yoboué, la grande team. Aujourd'hui, c'est terminé, c'était la dernière de la semaine. On se donne rendez-vous lundi. Allez profiter de votre week-end. Allez, salut!